L'altitude est une notion utilisée quotidiennement qui semble acquise. Mais fondamentalement, pourquoi avons-nous besoin de déterminer des altitudes ? Prenons comme cas pratique les inondations suite aux fortes intempéries de juillet 2015. On souhaiterait pouvoir anticiper les zones inondées. En fait, la surface de l'eau au repos a comme propriété d'être à la même énergie potentielle de gravité. L'altitude est en réalité un moyen d'accéder à une information sur l'énergie potentielle de gravité d'un point. Maintenant, pour mieux comprendre ce lien entre énergie et altitude, on va prendre ce schéma très simple. Nous avons une Terre sphérique et homogène, donc de densité uniforme, et nous allons chercher les points qui se trouvent à la même énergie potentielle de gravité que le sommet de la tour 1. Comme son nom le suggère, l'énergie potentielle de gravité, elle, est liée à la gravité, et plus particulièrement dans notre cas directement au champ de gravité terrestre. Alors pour cela, on va faire un bref rappel de la notion de gravité. La célèbre loi de la gravitation universelle de Newton nous dit que toute masse s'attire. Considérons un corps C de masse grand M et une particule P de masse petit m. Cette particule sera attirée en direction de C proportionnellement au produit des masses grand M et petit m et de façon inversement proportionnelle au carré de la distance entre C et P. Sur cette animation, nous voyons comment la force varie lorsque P s'éloigne de C et lorsque la masse de C, M, augmente. Si l'on considère que le corps C est notre Terre sphérique et homogène, et que l'on détermine la force de gravitation de la particule P en une multitude de positions, voilà ce que l'on obtient. Les forces sont toutes dirigées vers le centre de notre Terre sphérique, et leur intensité varie selon leur distance au centre. De façon générale, l'ensemble des vecteurs de force de gravitation en chaque point de l'espace est ce que l'on appelle le champ gravitationnel. Mais revenons à notre idée initiale, de trouver les points à la même énergie de gravité que le sommet de la tour 1. Ceci peut se faire simplement en utilisant une propriété intéressante des champs de gravité. Les points qui sont à la même énergie se trouvent sur une surface perpendiculaire au champ de gravité. Donc, dans notre cas, si depuis le sommet de la tour 1, on parcourt de proche en proche le chemin perpendiculaire en tout point au champ de gravité, nous savons que nous restons à la même énergie potentielle de gravité. Ainsi, cette méthode nous permet d'obtenir les surfaces de même énergie dans n'importe quel champ de gravité. Cette surface s'appelle aussi surface équipotentielle. Grâce à la connaissance de la géométrie des surfaces équipotentielles, nous pourrions prédire les zones inondées. En effet, nous savons que la surface de l'eau sera identique aux surfaces équipotentielles. Pour notre Terre idéale, nous pouvons prédire que si le sommet de la tour 1 affleure la surface de l'eau, alors le sommet de la tour 2 également. Mesurons maintenant l'altitude de notre surface équipotentielle en prenant la perpendiculaire à notre sphère jusqu'à cette surface. On observe que l'altitude ne varie pas. Une même altitude va nous donner une même énergie potentielle de gravité. Ce type d'altitude, qui est mesuré de façon perpendiculaire à une surface de référence définie géométriquement, donc ici une sphère, est appelée altitude géométrique. Cependant, ne nous réjouissons pas trop vite. Les points à la même altitude géométrique sont à la même énergie potentielle de gravité uniquement dans ce cas particulier, lorsque la Terre est homogène et sphérique. Essayons de nous rapprocher d'un modèle de la Terre plus réaliste. Nous allons simplement ajouter un contraste de densité à notre Terre précédente. Ceci pourrait correspondre à une formation géologique de plus grande densité que le reste de la Terre. Comme nous pouvons le voir, cette anomalie va modifier directement le champ de gravité. Nous constatons que la direction et l'intensité des vecteurs de force changent en tout point. Voyons maintenant si l'altitude géométrique est toujours adaptée pour identifier les points à la même énergie potentielle de gravité. Pour faire ceci, nous allons dans un premier temps retrouver la surface équipotentielle qui passe par le sommet de la tour 1. Comme nous l'avons fait précédemment, suivons de proche en proche et de façon perpendiculaire le champ de gravité. Contrairement au cas de figure lorsque la Terre était homogène et sphérique, nous observons que cette fois, la géométrie de la surface équipotentielle qui passe par le sommet de la tour 1 est différente. En effet, elle ne passe plus par le sommet de la tour 2. Dès lors, puisque nous connaissons la géométrie des équipotentiels, nous pouvons également prédire les zones inondées dans ce cas de figure. Et contrairement au cas précédent, lorsque l'on inonde la Terre afin que la surface de l'eau affleure le sommet de la tour 1, alors nous voyons que cette fois, le sommet de la tour 2 sera submergé. Comme notre intuition le perçoit, l'altitude géométrique de cet équipotentiel varie en tout point. Dans ce cas,
la surface équipotentielle n'est plus égale à la surface de même altitude géométrique. Ainsi, nous avons besoin de définir un nouveau type d'altitude, nous permettant d'identifier les points à la même énergie. Pour faire cela, définissons une nouvelle surface de référence. Cette fois-ci, elle est liée à l'énergie potentielle de gravité, pas simplement définie géométriquement comme précédemment. Cette nouvelle surface de référence est définie comme la surface équipotentielle passant par le pied de la tour 1. En géodésie, cette surface équipotentielle de référence est appelée géoïde. Nous pouvons ainsi définir une nouvelle altitude qui se réfère au géoïde et qui est mesurée de façon perpendiculaire au géoïde. Ainsi, si l'on détermine l'altitude de la surface équipotentielle qui passe par le sommet de la tour 1, mais cette fois-ci avec cette nouvelle altitude, alors on constate que son altitude ne varie presque pas. Cette nouvelle altitude qui se réfère au géoïde est appelée altitude orthométrique. En réalité, l'altitude qui correspond de façon rigoureuse à l'énergie potentielle de gravité est appelée altitude dynamique. Bien plus rigoureuse que l'altitude orthométrique, l'altitude dynamique présente des inconvénients pratiques supérieurs. Nous n'allons pas développer ces aspects dans cette vidéo. L'altitude orthométrique est donc bien plus adaptée que l'altitude géométrique pour accéder aux points à la même énergie potentielle de gravité. C'est-à-dire que les points à la même énergie correspondent aux points à la même altitude. Pour un point donné, il est possible de déterminer une altitude orthométrique à partir de l'altitude géométrique. Pour faire cela, il faut connaître la cote du géoïde illustrée en rouge par le grand N sur l'animation. La cote du géoïde est la distance entre la surface géométrique de référence, ici la sphère, et le géoïde. Voyons quels sont les ordres de grandeur de la cote du géoïde. À l'échelle du globe, la cote du géoïde varie de plus ou moins 100 mètres. Elle est définie comme la différence entre un ellipsoïde de révolution et le géoïde. À l'échelle de la Suisse, la cote du géoïde varie de plus ou moins 3 mètres. Maintenant, voyons comment déterminer une altitude orthométrique à l'aide de deux techniques de mesure courantes. La première par positionnement satellite GNSS et la deuxième par nivellement géométrique. L'objectif est de déterminer l'altitude orthométrique au sommet de la tour 2. Dans cet exemple, le champ de gravité présente une anomalie largement exagérée par rapport à la réalité afin de mieux illustrer la problématique. Commençons par déterminer l'altitude de la tour 2 par GNSS. On se place au sommet de la tour 2 avec un récepteur GNSS. Le GNSS mesure directement l'altitude géométrique dans notre cas de figure par rapport à la sphère. Il va ensuite soustraire à cette altitude géométrique la cote du géoïde afin d'obtenir l'altitude orthométrique du sommet de la tour 2. Mais voyons maintenant comment déterminer l'altitude orthométrique avec la deuxième technique de mesure, par nivellement géométrique. Pour ce faire, 3 équipes différentes se trouvent initialement au pied de la tour 1. La première équipe va cheminer sur le géoïde, puis monter verticalement au niveau de la tour 2. Lorsque l'on fait un nivellement géométrique en suivant une surface équipotentielle, dans ce cas, le géoïde, on obtient un dénivelé de 0 m. Ainsi, la hauteur que l'on mesure au niveau de la verticale de la tour 2 sera directement l'altitude orthométrique. La deuxième équipe chemine différemment. Elle va monter verticalement au niveau de la tour 1, puis suivre l'équipotentiel qui passe par le sommet de la tour 2. De façon analogue au cas précédent, le long de l'équipotentiel, l'équipe mesure une dénivelée de 0 m. Ainsi, la hauteur que l'on mesure au niveau de la verticale de la tour 1 sera l'altitude déterminée par ce cheminement. Nous voyons que les altitudes déterminées par l'équipe 1 et 2 diffèrent significativement. En fait, les altitudes mesurées par nivellement géométrique sont appelées altitudes usuelles. Leur particularité et défaut principal sont d'être dépendants du cheminement et donc pas univoques. Prenons une troisième équipe qui emprunte un chemin intermédiaire. Dans la pratique, c'est ce qui est effectué. On chemine à la surface de la topographie en traversant différentes équipotentielles qui ne sont pas parallèles. Cette équipe obtient une altitude usuelle différente des deux précédentes. Par exemple, pour un cheminement qui suit la route principale entre Viège et Zermatt, la différence entre l'altitude orthométrique et l'altitude usuelle s'élève à environ 15 cm. Ainsi, nous pouvons constater que les différentes techniques de mesure des altitudes sont directement reliées à différents types d'altitudes. Sans appliquer les corrections adéquates, les altitudes obtenues avec ces différentes techniques produisent des altitudes inconsistantes. En résumé, nous avons vu 3 types d'altitudes: l'altitude géométrique, l'altitude orthométrique et l'altitude usuelle. L'altitude géométrique, également appelée altitude ellipsoïdale, est l'altitude obtenue directement par GNSS.
Deux points de même altitude ne sont pas au même potentiel de gravité. L'altitude géométrique est univoque. En Suisse, la surface de référence des altitudes géométriques est l'ellipsoïde de Bessel dans le système de référence CH 1903+. La deuxième altitude que nous avons introduite est l'altitude orthométrique. Elle est définie par rapport au géoïde. Aujourd'hui, cette altitude est souvent obtenue par GNSS, en soustrayant la cote du géoïde à l'altitude ellipsoïdale. Deux points de même altitude orthométrique seront presque au même potentiel de gravité. Cette altitude est également univoque. En Suisse, elle est définie dans le cadre de référence altimétrique RAN 95. Finalement, le troisième type d'altitude que nous avons présenté est l'altitude usuelle. Elle est obtenue par des mesures de nivellement géométrique non corrigées. Deux points de même altitude usuelle seront presque au même potentiel de gravité. Un défaut majeur de l'altitude usuelle est de ne pas être univoque. C'est-à-dire que pour un point donné, les altitudes usuelles mesurées par nivellement géométrique en suivant différents cheminements donneront des altitudes différentes. En Suisse, ces altitudes correspondent à NF02 et constituent, encore aujourd'hui, le système officiel.